Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le féminisme change-t-il la vie? Devient-on féministe parce qu'on a eu des parents, généralement une mère qui l'était? On va poser ces questions à Camille Masclet, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale, cette semaine sur le thème des océans à l'orée de la grande conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu à Nice. Question du jour, pourquoi l'océan se réchauffe-t-il? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Marina Lévy. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, pasta party sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, mais évidemment des pâtes bonnes pour la santé. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Camille Masclet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, au sein du Centre européen de sociologie de sciences politiques, et vous publiez aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Le féminisme en héritage ». C'est le fruit d'une grande et longue enquête que vous avez menée auprès de femmes qui ont fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague féministe, celle des années 70. Donc en gros, c'est la génération de ma maman, c'est sans doute la génération des grands-mères d'un certain nombre de personnes qui nous regardent. Et alors si on l'appelle la deuxième vague, c'est évidemment parce qu'on a eu une première. La première? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on appelle la première vague, c'est plutôt les mobilisations qui ont eu lieu au cours du 19e siècle sur la question des droits civils et civiques. Et la deuxième vague, donc cette notion de vague, c'est un outil qui est utilisé par les historiennes pour périodiser l'histoire des mouvements féministes. Et donc, cette deuxième vague est plutôt les mouvements qui se répandent, qui se diffusent comme ça dans les années 60 et 80, à la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80. Jusqu'au début des années 80 dans différents pays européens et qui sont plutôt axés sur la question de la libération des femmes et moins de leur émancipation juridique. Au cœur des revendications de cette deuxième vague, il y a cette idée que le privé est politique. Ça veut dire quoi, le privé est politique? C'est qu'on va transformer en objet politique des questions qui sont des questions de l'intime, des questions liées au corps, etc. Oui, c'est vraiment la spécificité de la deuxième vague, de mettre l'accent en fait sur des questions qui jusqu'alors étaient peu politisées, qui étaient considérées de l'ordre de l'intime, du privé et donc banales, triviales, pas politiques, et de montrer en fait comment des rapports de pouvoir, des inégalités vont se nicher dans la sphère privée et comment des questions aussi importantes que le corps, la sexualité, le couple, l'éducation des enfants sont très importantes en termes de rapport homme-femme, d'inégalité homme-femme et de montrer le caractère politique donc de ces questions, d'où le privé est politique. La première vague, c'était aussi celle des suffragettes dans la mémoire collective. C'est celle qui obtient notamment le droit de vote des femmes. La deuxième, elle obtient aussi un certain nombre d'acquis très importants. Il y a la contraception, l'IVG, le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, le divorce par consentement mutuel. Enfin, il y a plein de choses. C'est un bilan assez exceptionnel au fond d'un mouvement présent dans toute la France. Et d'ailleurs, vous êtes intéressé à des militantes lyonnaises et grenobloises. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, juste pour préciser, le remboursement de l'IVG, c'est plus tard, mais par contre, la dépénalisation de l'IVG... Le remboursement, je crois que c'est 80-82. J'avais regardé, c'est Yvette Roudy, c'est juste à la... Mais bon, on peut quand même considérer que c'est la loi Veil et la loi Veil 75, absolument. De l'IVG. Donc, il y a ces grandes conquêtes sociales et politiques que les mouvements féministes des années 70 ont permis d'avoir. Et moi, ce qui m'a intéressée, en effet, c'est de regarder pas seulement le mouvement dans ses franges les plus connues, donc le MLF, parisien, mouvement pour la libération. Le mouvement pour la libération des femmes. Mais de regarder en fait la diversité des collectifs, de décentrer le regard et d'aller voir ce qui s'est passé dans d'autres villes où les mouvements ont aussi été très importants, où parfois il s'est passé des événements qui ont été qui ont eu des répercussions nationales, ce qui est le cas à Lyon et à Grenoble, mais ce qui me permettait aussi dans mon enquête de mettre l'accent sur des féministes moins connues, ce que j'ai appelé des féministes ordinaires, des féministes de l'ombre, on pourrait dire. Parce qu'il y a une certaine image d'Épinal de ce féminisme des années 70 qui renvoie à des femmes exerçant des professions intellectuelles, des artistes, des enseignantes, etc. Alors il y en avait même plutôt plus que d'autres, mais pas seulement. Ce que vous montrez, c'est que c'est vraiment un mouvement, toutes les femmes d'une manière ou d'une autre, sont impliquées dans ce mouvement. Oui, alors ce que les résultats de l'enquête, c'est justement de nuancer ces images d'Épinal, ces représentations dominantes qui ont pu être associées aux féministes des années 70, à la fois en termes de classe sociale, puisqu'il y avait beaucoup eu l'idée que ce seraient des femmes jeunes, bourgeoises, sans charge matérielle, sans enfants, qui étaient très libres comme ça et qui pouvaient facilement militer. Et les résultats de la grande enquête que j'ai menée, notamment avec une partie d'enquête par questionnaire, c'est finalement de relativiser
proposé, en apportant un portrait beaucoup plus, je pense, fidèle de ce qui s'est passé, et en montrant finalement comment toutes ces femmes avaient des origines sociales, par exemple en termes de classe sociale, étaient aussi beaucoup plus mélangées, avec une part de femmes qui étaient originaires des classes populaires, qui ensuite étaient dans des processus d'ascension sociale, donc qui sont arrivées dans d'autres classes sociales. Ou par exemple sur la question des enfants, je montre en fait qu'une grande partie d'entre elles avaient déjà des enfants et donc n'étaient pas si disponibles que ça et ont milité tout en ayant à s'occuper de leurs enfants. Ce qui n'était pas toujours facile d'ailleurs, parce que avoir des enfants a pu leur être reproché ou pouvait leur être reproché dans certains cercles militants. Oui, alors la maternité a été un sujet de débat, de discussion et parfois même de tension à l'intérieur des mouvements féministes. On a beaucoup retenu aussi cette dimension-là, notamment avec la publication de l'ouvrage en 1975 qui s'appelle « Maternité esclave » et donc qui fait une critique très forte de la maternité comme aliénation des femmes. À l'inverse, d'autres groupes militants, eux, mettaient l'accent sur le côté la maternité comme pouvoir des femmes. Et les archives que j'ai pu trouver montrent finalement qu'il y a aussi d'autres types de discussions dans les groupes féministes de l'époque qui s'intéressaient plus en dehors de ce grand combat, on va dire, et qui regardaient par exemple comment faire pour éduquer les enfants, qui parlaient de leurs propres difficultés, voire contradictions en tant que mère féministe, et voilà, comment faire face à ça. Et ça, on y reviendra, si vous le voulez bien, à cette question de l'éducation des enfants. Autre image d'Épinal, c'est de dire que ça n'était qu'un mouvement de gauche. C'est vrai en partie seulement. 40% des féministes de l'époque ont eu 2 parents de gauche. Pour les autres, c'est déjà plus composite. Et il y avait des féministes qui étaient de droite, voilà. Et tout cet héritage qui est omniprésent dans les raisons de leur engagement, c'est quand même que, et ça, apparemment, elles sont nombreuses à vous le dire, elles ne veulent pas avoir la vie de leur mère. Oui, ce que je montre, ça, c'est un discours qui était très présent dans les entretiens. L'idée qu'elles ont elles-mêmes beaucoup été élevées dans ce qu'on appelle en sociologie des normes de genre, donc une manière d'intérioriser ce que c'est d'être en gros, une norme de genre en français vulgaire, c'est de dire les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc des normes de genre qui pouvaient être très, très oppressantes en fait, pour elles. Et elles ont beaucoup en fait, fait l'expérience de ces normes de genre, de ces rapports de genre, en regardant le fonctionnement du couple de leurs parents et la vie que leur mère avait pu avoir, en termes de charges domestiques, en termes de non-réalisation professionnelle pour certaines. Et donc, il y a cette idée que ça a pu être un contre-modèle. Pour autant, c'est aussi une idée à nuancer, puisque, y compris dans les situations où les mères se plaignaient ou pouvaient critiquer la vie qu'elles avaient, certains aspects de leur trajectoire ont aussi pu servir de modèle. Et les féministes que je rencontre me racontent aussi comment, justement, il y a un peu des deux, c'est beaucoup plus ambivalent, même si, bien sûr, certaines expériences maternelles étaient vraiment un repoussoir pour les féministes. Toutes ces années-là sont aussi celles de la libération sexuelle, et cette question de la sexualité, elle est omniprésente dans le féminisme de cette époque, par plein de biais. Oui, complètement. Et elle est présente de manière assez différente, là encore, à ce qu'on a pu écrire ou entendre autour des 1968, la libération sexuelle. Parce que les féministes des années 70 vont en fait être assez critiques sur cette idée de libération sexuelle et vont plutôt pointer à ce qu'on appelle la double morale, donc l'idée que pour les hommes, la sexualité est plutôt valorisée, tandis que pour les femmes, elle va être plutôt stigmatisée, y compris une sexualité très libre, y compris dans les milieux militants, et donc elles vont lutter contre ces normes qui enserrent la sexualité des femmes. Donc c'est ça l'apport aussi de ce mouvement-là. Parce que Camille Masquet, c'est des milieux très machos. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que dans le livre, alors évidemment, c'est de la socio, c'est de la recherche. Il y a à la fois un substrat théorique qui est important, une méthodologie, mais aussi plein de citations, parce que ces femmes, vous en avez rencontré un certain nombre où elles ont témoigné. Et alors il y en a une qui raconte, c'est complètement dingue, qui arrive elle est installée dans une salle d'une réunion syndicale, et puis un homme qui rentre et qui regarde, il dit il y a personne ici. Elle s'en souvient encore 50 ans après. Oui, exactement. Les féministes que j'ai rencontrées me racontent beaucoup, en fait, elles dépeignent beaucoup une ambiance comme ça très, très sexiste, en fait, dans les milieux militants, dans leur propre couple aussi. Et effectivement, cette militante raconte à quel point elle s'était sentie niée par cette idée de il n'y a personne, et qu'elle avait répondu et moi j'existe quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce féminisme des années 70, il ne s'exprime pas seulement dans des mouvements dédiés, comme vous l'avez cité, le MLF. En fait, les femmes s'investissent de plein de façons dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont vraiment dans des organisations qui se créent à cette époque-là, mais d'autres le font dans le monde syndical, au planning familial, dans la vie politique, partout. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était l'intérêt aussi d'avoir une perspective assez large et de regarder ces mouvements dans toute leur diversité, et qui sont des mouvements donc très foisonnants, très, très pluriels, et avec à la fois des collectifs, des actions militantes aussi assez classiques, mais quelque part aussi toute une culture féministe qui s'est développée à l'époque, avec beaucoup de journaux, avec
avec beaucoup de lieux féministes. Il y avait par exemple femmes, des maisons des femmes, beaucoup de revues féministes, des centres des femmes, et bien sûr le planning familial, ou encore des mouvements très connus, aujourd'hui connus comme le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, qui ont ici été des lieux importants de militantisme. Camille Masclet, sociologue, autrice du Féminisme en héritage. Alors dans cette première partie d'émission, on a plutôt fait le féminisme pour planter le décor. On va faire en héritage dans la deuxième, si vous le voulez bien, en se demandant ce qui s'est passé le jour où elles ont eu où élevé leurs enfants, puisque certaines en avaient déjà. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche et on plonge dans les océans toute cette semaine avec Marina Lévy. Allez, elle n'était pas trop compliquée la question du jour dans l'anti-sèche. Pourquoi l'océan se réchauffe-t-il? Marina Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, chercheuse au CNRS, conseillère océan à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous publiez avec votre collègue Laurent Bob du CNRS L'océan en 30 questions, ouvrage grand public dans la collection Doc en poche, entrée dans l'actu de la documentation française. Réchauffement de l'océan, quelle raison? Ce qui serait étonnant, c'est que l'océan ne se réchauffe pas puisque tout se réchauffe. La raison, c'est vraiment le changement climatique. Donc les émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines, la combustion des énergies fossiles, gaz, pétrole, qui émet du CO2 dans l'atmosphère, qui augmente l'effet de serre, augmentation du réchauffement. Et cette chaleur, elle ne reste pas dans l'atmosphère, il y a une grande partie qui va dans l'océan. Alors une grande partie complètement dingue, c'est 90%, ouais. Ai-je lu. 90% de la chaleur excédentaire liée à l'effet de serre pénètre dans l'océan. Ça, c'est lié à la capacité calorifique gigantesque de l'océan par rapport à l'air, à peu près 3500 fois plus grande. Et alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que l'océan se réchauffe, évidemment, puisqu'il a emmagasiné cette chaleur. Donc, depuis le début du siècle, on a observé un réchauffement des eaux de surface. C'est 1 degré, si je me souviens bien. Exactement. Quand je vous ai lu. 1 degré, et ça s'est propagé en profondeur. C'est-à-dire que jusqu'à 1 à 2 km de fond, on voit le signe de ce réchauffement qui est vraiment l'empreinte du réchauffement climatique. Après, c'est très logique. Hein, la surface, elle se réchauffe. Bon, mais ça, c'est parce qu'elle est en contact avec l'air. Ouais. Il fait chaud, elle se réchauffe, tout simplement. Et puis, ça descend progressivement. Petit à petit, il y a des zones qui sont particulièrement touchées. Il y a des zones où la chaleur pénètre, c'est les zones on en a parlé avant-hier, ces zones de convection où les eaux vont s'enfoncer. Donc c'est dans ces zones-là, essentiellement dans l'Atlantique Nord et dans l'océan Austral, que cette chaleur est le plus emmagasinée et pénètre à l'intérieur. Et que ça a le plus de conséquences. C'est pour ça qu'on voit fondre la banquise, qu'on voit dériver des icebergs à des endroits où on ne les voyait pas auparavant, qu'on détourne les routes dans l'Atlantique Sud au moment du Vendée Globe, parce qu'on voit que ça... on voit des icebergs, là, on n'en avait jamais vu dans l'histoire. Oui, alors ça, c'est lié à la fonte des glaces, qui est lié à une autre façon de répartir ce réchauffement, qui est pris en particulier par les glaces et qui vont fondre. Multiplication aussi des canicules marines. Et oui, les canicules marines, c'est comme les canicules terrestres, c'est des espèces d'incendies sous-marins. Donc pendant 2 à 3 semaines, parfois 1 mois, il y a des températures qui sont anormalement élevées. 4, 5, 6 degrés. On a vu ça en Méditerranée l'été dernier, l'été d'avant, avec des eaux qui pouvaient atteindre 30 degrés pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est désastreux pour les écosystèmes marins parce qu'ils ont des températures, ils voient des températures auxquelles leur métabolisme ne sont pas du tout adaptés. Voilà. Moi, je ne suis pas un mammifère marin, donc j'aime bien quand c'est à 30 degrés, mais j'ai bien compris que c'est mauvais pour la planète. Ouais. Blanchiment aussi et mortalité des coraux, le fameux blanchissement, c'est ça aussi, c'est un effet direct du réchauffement climatique qu'on alimente les uns et les autres. Oui, c'est un effet direct. En 2024, on a assisté au 4e plus grand phénomène de blanchiment de coraux. Ça, c'est quand les coraux sont soumis à un stress thermique. Ils éjectent des petits organismes qui vivent en symbiose avec eux et qui permettent de les nourrir. Et ils les éjectent et c'est pour ça qu'ils deviennent blancs. Mais en les éjectant, ils n'arrivent plus à se nourrir, donc ça les fragilise. Et voilà. Si ces événements se répètent, ça conduit à la mortalité des coraux. Vous savez qu'on a déjà perdu 50% de nos récifs coralliens à cause du réchauffement climatique. Et qu'on ne reverra jamais. Et qu'on ne reverra probablement pas. Et qui risque de disparaître entièrement à la fin du siècle. C'est un des gros enjeux, c'est la sauvegarde de ces récifs coralliens. Et la seule façon de les sauvegarder, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et toujours au chapitre de toutes les modifications induites par le réchauffement, modification des courants marins, c'est assez puissant pour changer les courants. Alors ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas encore vraiment à observer parce que les courants, ils varient énormément d'un jour sur l'autre, d'une année sur l'autre. Par contre, on a des projections, ce qu'on appelle des projections climatiques, qui nous permettent d'anticiper des modifications des courants marins dans les décennies à venir. Et tout ça, évidemment, un impact aussi sur les stocks de poissons. Et si on veut se nourrir avec les produits de la mer, on en sera affecté.
Ce qu'on voit maintenant, alors ça c'est vraiment des choses qu'on observe, c'est des migrations de poissons. Les poissons commencent à migrer des latitudes où les eaux étaient déjà chaudes vers nos latitudes à nous pour trouver des eaux qui sont plus clémentes. Donc ça appauvrit en poissons toutes ces régions tropicales et équatoriales. Et là où ça se réchauffe, Marina Lévy, merci beaucoup. Vous êtes océanographe, chercheuse au CNRS, conseillère océan à l'IRD. Et vous publiez avec votre collègue Laurent Bopp l'Océan en 30 questions. C'est à la Documentation française, collection Doc en poche. Entrée dans l'actu. Une petite dernière pour demain ? Exactement. Allez, on y va. Voici la question. On dit souvent, et vous l'avez peut-être entendu, voire dit, de l'océan qu'il est le poumon de la planète. Mais est-ce que cette image est parfaitement exacte ? Rendez-vous demain pour le savoir. D'ici là, et c'est maintenant, Grand Oral, la suite. Ces femmes qui font partie de la deuxième vague féministe, celle des années 70, enfin en gros soit de 60 à 1980, certaines sont déjà mariées, ont déjà des enfants, d'autres vont en avoir. Comment les éduquent-elles ? Ça, c'est vraiment un sujet absolument passionnant du livre. Alors, elles ont quand même tout à cœur de donner une éducation féministe à leurs enfants, garçons comme filles d'ailleurs. Oui. À l'époque, en fait, c'est un sujet qui est discuté dans les groupes féministes à ce moment-là, même si, comme je le disais tout à l'heure, il a été moins visible que d'autres débats autour de la maternité. Et elles vont chercher, en fait, comment, qui est une question qu'on se pose de nouveau et encore aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éduquer de manière féministe des enfants dans un contexte qui est très marqué par les inégalités, par les normes de genre. C'est l'époque aussi où il y a un ouvrage qui s'appelle « Du côté des petites filles » d'Elena Bellotti qui paraît et qui va servir aussi de point d'appui, de manuel, voilà, parce que c'est une critique de l'éducation, on dirait aujourd'hui, de l'éducation genrée des garçons et des filles. Et donc, les féministes que j'ai rencontrées réfléchissent à des pratiques éducatives qui est justement un des leviers de transmission féministe. Alors, elle s'attaque notamment aux jouets, qui est un sujet assez contemporain. On en a parlé il y a quelques années autour de Barbie ou des jeux qu'on confiait aux enfants. Par exemple, les jouets, c'est très important, la dinette. Et puis, alors, du côté des garçons, on va éviter les pistolets, les jeux violents. Enfin, il y a déjà tout ça est déjà là, en fait, il y a un demi-siècle. Oui, complètement. En fait, elles vont chercher à travers les jouets, mais aussi à travers la littérature pour enfants, par exemple, à travers les vêtements. Elles vont chercher à élargir au-delà de ce qui est traditionnellement réservé aux petites filles, aux petits garçons, donc ce qui est traditionnellement codé comme féminin ou masculin, et donc d'ouvrir comme ça l'horizon des possibles en proposant des jouets dits masculins à leurs filles et de manière symétrique des jouets dits féminins à leurs petits garçons. Elle les incite aussi à participer aux tâches ménagères. Bon, tout ça est assez connu, documenté, ça a été revu un peu après. En revanche, il y a un deuxième axe qu'on voit peut-être moins, c'est l'obsession de permettre à leurs filles de devenir autonomes. Ça, c'est sans doute aussi lié au fait de... je veux pas déjà, moi, je ne veux pas ressembler à ma mère et encore moins mes enfants. Et ça passe aussi par la valorisation des études. Et d'ailleurs, les années qui vont suivre sont celles où la réussite des filles va dépasser celle des garçons dans le système éducatif, où leur orientation va complètement être chamboulée. L'éducation et l'importance le rapport aux études, le rapport aux études, l'importance accordée à l'autonomie, c'est effectivement une dimension qui est un peu moins connue et qui pourtant a été très importante, qui pour, comme vous le rappeliez, qui pour ces femmes qui elles-mêmes ont vu des situations de dépendance, par exemple financière, très importantes chez leur mère, qui elles ont réussi, ont travaillé, ont fait des études, ont réussi à s'émanciper, à être autonomes. L'autonomie est vraiment un principe central. Et pour leurs filles en particulier, et ça passe par la valorisation des études, par le fait d'avoir une activité professionnelle, mais ça passe aussi au-delà par l'idée d'être une personne autonome, d'être, comme le dit une des filles de féministes que j'ai rencontrées, c'est un peu cette injonction à être forte, à savoir se débrouiller et quelque part à s'en sortir toute seule. Ces enjeux, cette éducation féministe, elle n'est pas forcément portée seulement par les mères, mais parfois aussi par les pères, parce qu'elles choisissent quand même des pères souvent qui sont au minimum sensibles à cette démarche. Et c'est pas toujours simple pour les fils d'avoir le sentiment d'avoir des parents, ou des pères notamment, pas tout à fait comme les autres. Certains en témoignent, disent, à l'école, on me regardait un peu de traviole. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les fils comme pour les filles de féministes, mais peut-être sur certains aspects plus pour les fils, le fait d'avoir une éducation, en sociologie on dirait une socialisation féministe, ça les distingue des normes sociales dominantes. Et donc bien sûr, quand on se distingue, quand on transgresse certaines normes sociales dominantes, il y a certains coûts sociaux qui sont associés, et ça, individuellement, ça produit des sentiments de décalage, d'être un peu différent de ses camarades, de ne pas être tout à fait dans la norme. Et donc ça a pu
se cristalliser sur la sensation de ne pas avoir un père comme les autres et à certains moments pour les enfants, pour les fils en particulier, l'envie de pouvoir faire les activités et les choses masculines comme tout le monde. Et oui, l'un d'eux raconte, si je me souviens même, et je cite de mémoire, qu'à un moment il en a eu marre, il s'est dit je vais me mettre à jouer au foot et je vais faire 3 bêtises. Oui, tout à fait. Parce que j'avais besoin d'être accepté dans le groupe, quoi. Exactement. Et qu'il n'en peut plus tout à fait que ce soit comme ça. La société bouge, les lois changent, ces femmes elles avancent dans la vie, arrivent les années 80 et le féminisme perd à ce moment-là une bonne partie de sa vigueur. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, dans les années 80, l'ensemble des mouvements sociaux de gauche progressistes qui ont rythmé les années 70 connaissent une période de reflux. C'est quelque chose qui est bien documenté par les travaux d'histoire et de sociologie de cette époque, avec un ensemble de facteurs sociaux et politiques qui sont à l'œuvre. Et les mouvements féministes n'y échappent pas. C'est un grand moment au milieu des années 80 de démobilisation où les militantes féministes se désengagent très majoritairement. Et quand vous les interrogez, elles mettent en avant à la fois les effets de leur vie personnelle, familiale et de leur vie professionnelle. Et en fait, on a le pont avec un combat qui, pour le coup, est un combat bien d'aujourd'hui, autour de la charge mentale, de la double journée, le retour du combat sur la répartition des tâches, qui, lui, est un combat de la troisième vague, j'allais dire. Oui, le fait qu'elles se désengagent d'un point de vue militant à ce moment-là, dans les années 80, ne signifie pas du tout qu'elles arrêtent d'être féministes. Voilà, elles y croient toujours. Elles y croient toujours et au moment où je mène l'enquête, j'ai été frappée par à quel point elles étaient encore non seulement attachées à la cause, elles continuent à se définir comme féministes, elles continuent à lutter dans le quotidien. Et c'est vraiment ça, je pense, l'héritage de ce mouvement pour les militantes. C'est aussi un féminisme du quotidien, dans leur vie professionnelle notamment. Beaucoup d'entre elles me racontent comment elles continuent à traquer le sexisme dans leur trajectoire, dans leur vie professionnelle, dans leur sphère professionnelle, et aussi toujours dans leur vie conjugale, dans leur rapport avec leurs conjoints, avec leur famille de manière générale. Et si on regarde du côté de l'héritage, les années 2000 et ensuite avec surtout le mouvement MeToo, voient émerger et se développer une troisième vague féministe. Et là, on voit des clivages extrêmement puissants entre les générations, clivages qui culminent sur 2 questions, qui renvoient là encore au rapport au corps, le port du voile et la prostitution. Et là, c'est 2 trucs sur lesquels les mères ou les grands-mères, selon l'âge qu'on a, et les filles ou les petites filles, toujours selon l'âge qu'on a, ça frotte. Oui, alors ça se passe bien avant MeToo, puisque ce qu'on appelle la troisième vague, c'est plutôt à partir des années 90 et des années 2000, cette nouvel essor de mobilisation féministe qui va porter des conceptions, des nouvelles conceptions, des nouvelles idées, des nouvelles théories, notamment aussi les théories queer ou toutes les revendications autour du Pax, des droits LGBT qui deviennent aussi plus centrales. Et dans les années 2000, il y a des controverses très importantes autour de certains sujets qui viennent cristalliser des points de vue différents au sein des mouvements féministes qui recoupent pour partie des enjeux de génération, donc entre les militantes de la deuxième vague et la troisième vague, mais pas uniquement. Et en effet, les controverses autour de la prostitution, ou on dit aussi le travail du sexe, et le port du voile, selon d'ailleurs de quelle vague on est, sont très importantes. Et moi, dans l'enquête, je l'ai retrouvé, puisque pour les enfants de militantes féministes qui sont devenues, les quelques filles qui sont devenues militantes féministes et qui, elles, ont milité plutôt dans ces mouvements troisième vague, elles n'ont pas nécessairement les mêmes positions que leur mère sur ces sujets clivants. Et ça frotte. Pourtant, les militantes et les militants d'aujourd'hui sont bien des filles, pour beaucoup les petites filles de cette génération. Ce que vous montrez, c'est que même si la transmission, elle ne s'est pas faite de manière automatique, elles ont quand même grandi dans une sorte de bain féministe qui les a marquées. Elles n'ont pas grandi de la même manière. Et leur mère, au moins, j'allais dire, leur ont pas offert la même enfance que ce qu'elles avaient eu. Oui, et le terme de bain est important parce que ce que je montre aussi, c'est que c'est pas uniquement les pratiques éducatives dont on parlait tout à l'heure, mais ce que les enfants de féministes ont eu, c'est vraiment une socialisation féministe, c'est-à-dire qui passe pas uniquement par des choses qu'on va mettre en place de manière pédagogique pour essayer d'élever nos enfants de telle manière, mais aussi finalement beaucoup dans le quotidien, par des formes d'imprégnation, par les modèles que les mères féministes ont pu représenter, ou que avec leurs conjoints ou leurs conjointes, les couples qu'elles ont pu représenter, et que c'est ainsi que les enfants, qu'il y a eu une transmission féministe en fait à leurs enfants. Et tout ça, de proche en proche, nous amène à l'émergence et à la diffusion aujourd'hui assez massive de la notion de conscience de genre, qui n'était pas vraiment le sujet dans les années 70. On ne le verbalisait pas tout à fait de cette façon-là. Non, en effet. Et c'est ce qui s'est produit. Camille Masclet, autrice du Féminisme en héritage, le sous-titre c'est Incidences intimes et transmission familiale d'une lutte politique. Ça vient de sortir aux presses universitaires de France et vous êtes, je le rappelle, sociologue chargé de recherche au CNRS du Centre
européen de sociologie et de sciences politiques. Merci de nous avoir décodé toute cette transmission de génération en génération dans la quotidienne. On va maintenant passer à table, si vous le voulez bien, au sens figuré, puisque c'est la rubrique Plateau au repas, toutes les semaines avec Sandra Ferreira qui nous a préparé des pâtes. Vous allez avoir des pâtes super bonnes pour la santé. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rubrique consacrée à la diététique et à la nutrition. Les Français consomment en moyenne 9 kilos de pâtes par an et par habitant. On est très loin derrière les Italiens, c'est 23 kilos. Mais on va quand même faire, grâce à vous, un petit point sur les pâtes. Et là, sentez déjà l'origine des pâtes. Vous aimez bien faire de l'histoire. Un petit peu, histoire de se rappeler que l'origine serait la Chine. Et ça serait Marco Polo d'ailleurs qui les aurait ramenés en Europe, D'où l'Italie. précisément à Venise, et voilà. effectivement, à la fin du XIIIe siècle. Sauf que il y a des recherches récentes qui ont dit qu'il y aurait des traces en Mésopotamie et que finalement, ça pourrait être là-bas. Bon, le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, les pâtes, c'est bon. Et c'est les Italiens qui en mangent quand même le plus. Il y a Exactement. une quantité invraisemblable de variétés de pâtes. Ouais, alors moi, j'ai retrouvé à peu près 350 variétés différentes, mais je pense qu'il doit y en avoir plus parce qu'il y a un peu tous les textes qui se contredisent. Et chaque forme convient à des types spécifiques de recettes. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si je les cite tous pour se sentir bien en Italie, mais on a macaroni, tortellini, spaghetti, penne, coquillettes, ravioli, lasagne, crozet, vermicelle, vous m'arrêtez quand vous en pouvez plus, fusilli, capellini, rigatoni, farfalle, tortellini, bucatini, on ne va pas toutes les faire. Oui, voilà, etc. Gnocchetti. Et surtout, des radiatori. Oui, alors c'est extraordinaire, c'est quoi les radiatori? Ce sont des pâtes en forme de radiateur. Alors, je ne sais pas si on va voir l'image, mais en tout cas, ça a vraiment une petite forme de radiateur. C'est assez amusant. Et encore une fois, ça dépend. Ils sont très inventifs, les Italiens. Ah bah oui. Ça dépend de la recette que vous voulez faire. Absolument. Voilà. Comment on veut que la pâte accroche ou pas Exactement. la sauce, etc. Qu'est-ce qu'on choisit d'ailleurs comme type de pâte entre les complètes, les pas complètes, les semi-complètes? Alors, ce qu'on va choisir de préférence pour la santé de nos chers enfants et de nous d'ailleurs, sont plutôt les pâtes semi-complètes et complètes qui vont être meilleures pour la santé puisqu'elles sont plus riches en fibres, ce qui n'est pas le cas des pâtes blanches. Et les pâtes blanches, elles, on rappelle qu'elles agissent un peu comme un sucre dans l'organisme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais qu'à choisir, vaut mieux des pâtes semi-complètes ou complètes. Cuisson. Et la cuisson, si jamais vous cuisez des pâtes blanches, cuisez-les al dente. Bah oui, vous voulez faire comment? Ah bah, il y en a Sinon, qui les pas cuisinent bon. en purée, presque. Vous voyez ce que je veux dire. Al dente. Parce que ça le va être truc, beaucoup mieux c'est pour de la les santé. sortir 1 minute avant la fin, parce que le temps d'aller du feu jusqu'à l'égouttoir, et puis pendant qu'elles s'égouttent, elles continuent à cuire un petit peu. Oh là là. Pour les faire vraiment al dente, c'est 1 minute. Ouais, je vous donne mon truc. Les pâtes complètes, bon, ceci étant, c'est pas forcément le truc que les enfants préfèrent. C'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Les papas d'ailleurs. Oui, bah alors pour les papas et les enfants, l'idéal c'est de mélanger les deux. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Ça. Un peu de pâte blanche, un peu de pâte complète, semi-complète, et là ça marche bien. Il y a aussi d'autres pâtes qui sont très bonnes pour la santé, qui sont riches en fibres, sont les pâtes de légumineuses. Oui, c'est les très pâtes bon. de lentilles corail, qui sont Absolument. oranges en plus, assez sympa. Très rigolo. C'est assez rigolo, ça contient beaucoup de fibres, de protéines, on est vraiment bien, c'est rassasiant, et c'est intéressant aussi pour le microbiote intestinal, qui sont les bonnes bactéries du ventre, et on sait que maintenant elles jouent énormément sur l'état mental de tout le monde. J'ai voulu gruger mon enfance, que vous nous invitez souvent à faire, en glissant quelques rondelles de courgettes dans un plat de spaghettis, et l'enfant a compris la gruge, il enlève les courgettes. Qu'est-ce que je fais? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est important qu'on se le dise aujourd'hui, c'est de mettre, quoi qu'il arrive, dans l'assiette à votre enfant, même s'il n'est pas très légumes, les pâtes et les légumes. Donc c'est très bien d'avoir mis les courgettes. Ouais. Maintenant, il les a mis de côté, au moins elles étaient là, il les a vues. Avec un peu de chance, il a pris une pâte avec une courgette. Ouais, voilà. Mais si jamais il a faim, c'est surtout ça. S'il veut se resservir, ne pas lui interdire de se resservir des pâtes parce qu'il n'a pas mangé ses courgettes. Oui, sinon on met le doigt sur quelque chose d'hyper négatif dans le repas. En revanche, c'est vrai que c'est bien de lui proposer de goûter. Goûte une petite courgette quand même. Il faut que ça reste convivial. Mais c'est important de le laisser se resservir d'autres choses, même s'il n'a pas fini son assiette. Le truc, ça peut être les pâtes colorées alors les fameuses pâtes aux légumes. Les pâtes aux légumes, orange, plein de couleurs. La problématique, c'est que, en théorie, ça pourrait être pas mal, parce que c'est fait avec un peu de purée de légumes ou avec de la poudre de légumes déshydratée, mais la quantité est tellement petite qu'on ne peut pas considérer ça comme un apport. C'est pas un fruit et légumes par jour. Non, on ne le considère pas. Le mieux, c'est de rajouter les fameuses petites courgettes. Bon, voilà, ça serait l'idéal. Ce qui est important quand même avec les pâtes colorées, Emmanuel, c'est qu'elles ont l'avantage quand même d'être rigolotes et qu'il faut que le repas... c'est rigolo parce que c'est coloré, et donc c'est coloro. C'est parce que una cronica sulle la pasta italiana.
italiana, la langue, elle est partie. Et donc voilà, toujours pareil. Le repas doit rester un moment convivial, agréable pour l'enfant, des formes différentes, des couleurs différentes, les pâtes de légumineuses et puis de temps en temps des pâtes semi-complètes. Il faut que ça soit fait toujours dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Et puis allez, si on les a un petit peu fait revenir, les courgettes, Bah un oui, petit peu d'ail, un peu d'huile Allez-y, donnez d'olive, la un recette. petit coup de poivre et tout, ça passe mieux quand même. largement. Bah ouais, peu de Sandra, pesto merci et beaucoup. Super. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. On va se restaurer. Merci à vous, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Julie Horner au maquillage, Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Alice Pitavi ou Théo Boscar. Je crois Théo Boscar en fait à la réalisation. Pardon. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et le Grand Oral est également accessible en version audio sur les principales plateformes de podcast.